On est ici à la librairie Le Genre Urbain à Belleville, qui est un peu, pour moi, une forme de retour sur la scène du crime, puisque c'est dans la librairie ici que j'ai fait une de mes premières expositions au sous-sol de la librairie Le Genre Urbain, qui était juste à côté. Rue de Tourtière. Et donc il y a un dialogue qui s'est développé entre Xavier et moi depuis maintenant plus de 20 ans, et une forme d'amitié, non? Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amitié, Xavier? Je valide. Et donc, c'est une des librairies militantes et engagées à Paris avec un thème spécial et expert sur le monde urbain. Comment tu décris Non, alors, pour militant engagé, je serais plutôt humble, même si ça transpire aussi, hein, mais l'objectif reste quand même le service du livre. Mais j'ai un fonds spécialisé sur les thématiques de la ville et de l'urbain, avec la prétention que j'ai revue à la baisse au fil des années, d'essayer d'accompagner pour mieux voir et vivre, voire penser la ville différemment grâce à un certain nombre d'ouvrages qui sont à disposition. Et surtout, c'est ça le plus important, une politique de débat assez lourde et assez intense, puisqu'on fait 30 rencontres par an sur les thématiques de la ville et de l'urbain, un peu d'architecture aussi, depuis plus de 20 ans. Donc oui, ça commence à faire lourd. Alors on s'était dit, enfin, je sors d'une recherche très active d'un nouveau local pour déménager la galerie, et au moment de cette recherche, j'ai trouvé que beaucoup de questions, on avait un peu le sentiment, au fur et à mesure de cette recherche, d'identifier des thématiques et des problèmes qui sont liés au développement de la ville de Paris, mais probablement aussi d'autres villes. Et je trouvais que c'était intéressant de faire un petit point sur ce qui vient de se passer pendant 5 mois au cours de cette recherche et d'en parler avec Xavier. Alors l'idée, c'est on va peut-être pointer un peu sur cette carte plastifiée avec des villes en reflet. Xavier, tu aurais pu trouver mieux. Les endroits où on va aller aujourd'hui à vélo. Et on va commenter chacune des adresses où la galerie a failli atterrir, pour reprendre le titre d'un livre que j'ai vu ici. Voilà. Avec une couverture un peu criarde d'ailleurs, hein, Xavier. Et donc, l'idée étant de faire ce parcours, et on va commenter chacune des adresses. Alors peut-être, ce qui est intéressant aussi, il y a cette expression française qui dit vous êtes un peu à l'ouest, hein, qui veut dire vous êtes un peu barré. Je trouve que pour la logique parisienne, ça serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire quand même un voyage de l'est, Romainville, le genre urbain, et on va atterrir à l'ouest. Et on aimerait commenter ce voyage. Donc aujourd'hui, on commence... Est-ce que tu peux pointer ta librairie? Alors, la librairie qui est à Belleville, elle est... Alors là, on est place de la librairie. Ah, elle n'est pas tout à fait dans la carte. Elle n'est même pas dans la carte. Elle n'est même pas dans la carte, je suis désolé. Elle est à peu près par là. Et si on devait pointer Romainville, on serait à peu près dans cette zone-là. On peut même ouvrir une autre petite carte, voilà. si vous voulez. On serait à peu près par là. La première adresse où on va aller, ça va être l'impasse des Récollets, qui est juste à côté de la gare de l'Est. Donc, gare de l'Est, canal, impasse des Récollets, ici. On va aller là. Donc ça, c'est la première adresse qu'on va voir. Ensuite, on va aller du côté de ce que maintenant j'appelle le secteur de la Bourse, qui est rue Notre-Dame des Victoires. Alors, Palais Royal, Banque de France. Place des Victoires, c'est là. Place des Victoires et... C'est bien, on maîtrise la ville, hein, t'as vu, hein, on est fort. Le sentier, c'est là, le Palais Brongniart est là. Sauf que je n'ai pas mes lunettes. Et ça, est-ce que tu arrives à lire ici? Absolument. Là, on a Notre-Dame des Victoires, c'est là. C'est dans cette zone-là. On va aller par là. Ensuite, on va aller regarder, on va faire un petit tour quand même rive gauche. Et on va aller regarder un espace sur lequel je m'étais positionné aussi, qui est dans ce qu'on appelle le quartier de la Monnaie. Donc, je te laisse repérer la Monnaie de Paris. Donc, la Monnaie de Paris, elle est là. Elle est exactement ici. Et c'est rue de Nesle, rue de Nevers. Donc, c'est là. C'est ici. C'est ici. À l'angle. Voilà. C'est là. Et ensuite, on terminera avec l'endroit, la rue de Penthièvre, où la galerie va s'établir et où commencera de programmer à partir de septembre de cette année 2025. Et c'est ici, le secteur Penthièvre. Et donc, après, je vais juste sortir un livre que j'ai apporté, parce que pour une fois que Xavier ne sera pas dans la possibilité de faire une publicité point livre, c'est moi qui vais la faire. Voilà, et ce livre-là que j'encourage tout le monde à lire, et peut-être Xavier, ça serait un livre que tu pourrais prendre. Je ne savais même pas qu'il existait, véritablement. Donc voilà, je vais faire mon libraire. Donc, voilà. Histoire des galeries d'art en France du 19e au 21e siècle, c'est chez Flammarion, c'est un ouvrage collectif. Victoria, on en profite, on le commande,
Et voilà. Et donc c'est un livre extrêmement intéressant aussi sur le plan de la géographie des galeries. Mais en fait, on ne va pas faire aujourd'hui un parcours historique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le détail des adresses des grandes galeries historiques, notamment pour la première moitié du XXe siècle, elles étaient pour beaucoup dans ce secteur et rue Laffitte. Donc c'est comme si on retournait 100 ans après dans un quartier qui a vu émerger le concept moderne de galerie d'art moderne. C'était pas du tout une raison pour laquelle on retourne dans le quartier, mais bon, peut-être que c'est bien d'avoir ce petit arrière-fond historique. De toute façon, juste pour faire un petit point là-dessus, les lieux ont une mémoire, comme tout. C'est-à-dire, non mais c'est vrai, tu prends, alors après il y a des évolutions, Belleville a été un quartier populaire et ne le sera quasiment peut-être plus d'ici 20 ou 30 ans. Mais pendant un certain nombre d'années, son dynamisme et sa vie, on va dire, active, sa grouille, ses commerces en tant que tels, ça reste toujours. Donc il y a une réalité qui se construit au fil du temps au sein des villes, qui peuvent évidemment évoluer, mais quand même ça s'inscrit sur la durée. Donc ce que tu racontes sur les galeries, et dans un certain moment un retour, bon, bah, ça fait partie d'un des sens de la ville. Alors, ça sera notre 4e adresse. Première adresse de la galerie, ça a été rue Rébeval, qui est juste à côté quand on traverse la rue. 2e adresse de la galerie, ça a été rue Julien-Lacroix, donc 2e adresse. Juste à côté, là. Juste à côté, parallèle ici. 3e adresse, ça a été l'espace Communuma à Romainville. Et la 4e adresse, rue de Pontièvre. Donc, on est vraiment une galerie qui a été toujours très identifiée sur l'Est parisien. Et ça me fait un tout petit peu peur, la manière dont on va être perçu, alors qu'on va aller dans un quartier qui a totalement une autre identité, notamment par rapport à l'art contemporain. Et j'aimerais expliquer les logiques qui ont été derrière ce choix, parce que je pense qu'elles sont intéressantes. Et Xavier me disait que ça pouvait être intéressant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est un peu caricatural, la réalité de regarder la ville par la galerie, mais dans le sens littéral du terme, il n'y a pas d'ironie. C'est-à-dire qu'on regarde par le petit bout de la lorgnette. Mais ce qui est intéressant dans des situations qui peuvent paraître caricaturales, pardonnez-moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça peut être une belle métaphore de ce qui se joue dans l'évolution urbaine de la ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné où l'Est parisien est un peu, entre guillemets, la dernière source de développement économique, foncier et financier, ou d'ailleurs les rapaces de la finance maintenant, ils ont vraiment du différentiel à faire. Il y a encore beaucoup d'argent à faire, entre guillemets, alors que des quartiers type ouest de Paris ou rive gauche, où déjà le niveau est très établi, dû à sa sociologie bourgeoise, dû à un prix du mètre carré qui a toujours été très 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 haut. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que tout d'un coup, même une galerie d'art qui doit s'adresser potentiellement à une clientèle en devenir, voire un peu plus aisée, va, en essayant d'explorer ces nouveaux territoires, se trouve confrontée à une réalité économique bien plus violente, potentiellement, mais ça tu y répondras, que dans des quartiers qu'on pourrait identifier comme impénétrables, dû à leur niveau, on va dire, économique et social très élevé. Et ça, c'est vraiment intéressant dans l'évolution qu'on a de la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je ferai deux, trois petits points, ça resserre évidemment sa diversité, c'est quand même un peu problématique, où l'Est parisien, il y avait encore un peu de la marge de manœuvre, il n'y en a peut-être plus, et à terme, effectivement, ça fait des villes très figées dans leur offre, dans leurs services, dans leur thématique qu'elles peuvent proposer, pour faire court vers des villes musées à touristes plus ou moins aisés du monde entier. Et j'avoue que moi, personnellement, ça me désole. Alors on est ici, impasse des Récollets, qui est une rue perpendiculaire à la rue des Récollets, qui est dans le 10e arrondissement à Paris. On est derrière une école, comme vous pouvez l'entendre. Et en fait, le bâtiment qui est derrière nous est un des bâtiments où on a essayé d'obtenir un local. Dans ce cas-là, c'était à l'achat, sachant qu'à l'achat, il n'y avait pas une énorme différence de prix par rapport à la location. C'est-à-dire que c'est plus ou moins les mêmes prix à partir du moment où on est
accepté à prendre un crédit, ce que je n'étais pas sûr d'avoir. Mais en tout cas, on s'était positionné sur ce local qui est là. Vous voyez le grand portail noir et Tara, c'est un espace qui fait environ 400 mètres carrés et qui est un ancien espace pour la confection vestimentaire et qui est désaffecté depuis. Et on voulait l'obtenir à l'achat, mais pour pouvoir l'exploiter, on a ces logiques d'ERP, établissement recevant du public, avec des contraintes spécifiques. Et pour ce local-là, il fallait qu'on transforme une des fenêtres qui donne sur la cour en sortie de ce cours ou en porte. Et en fait, ça n'avait aucune incidence ni technique ni visuelle pour la copropriété, mais on devait avoir l'accord de la copropriété. Et la copropriété à laquelle ce local est rattaché, c'est ce très grand immeuble qui date de 62, qui est derrière, et qui est une copropriété qui est plutôt habitée, qui est plutôt composée de petits appartements. Et là, on s'est heurté à un mur. On a essayé de faire une campagne de séduction, d'explication. On a organisé une réunion avec l'architecte. On a expliqué notre projet de galerie. Le propriétaire était présent. On a expliqué qu'on avait besoin de l'accord de la copropriété pour faire cette porte. Et on a été reçus de façon assez désagréable sur le plan du bruit que pouvait causer la galerie, sachant qu'il y a un problème de son apparemment le long de la façade. Et ce qui nous a beaucoup étonné de voir la galerie, une galerie d'art, comme étant vue comme une activité bruyante, ce que ça n'est pas. On a demandé aux copropriétaires, via le conseil syndical, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité pour le local, sachant qu'ils n'en sont pas propriétaires, mais ils agissaient comme s'ils étaient les propriétaires du local, puisqu'ils avaient cette autorisation à donner. Et pour eux, idéalement, il fallait faire des bureaux. L'agent immobilier qui était là leur a expliqué que c'était trop cher en termes de rénovation et trop compliqué aussi de passer à un statut atelier, un statut bureau, qui avait trop de complications et il n'y avait aucune rentabilité économique dans le paysage immobilier parisien de 2025. Il n'y avait aucune rentabilité à faire du bureau. Mais ils se sont entêtés, il fallait absolument que ça devienne des bureaux. Et donc on n'a pas reçu l'accord et on s'est désengagé du projet. Donc ça c'est un projet où on était dans l'Est parisien qui m'intéresse. On était dans un quartier qui n'est pas un quartier de galerie, mais ce qui m'a intéressé là-dedans, pourquoi ça m'intéresse de parler, parce que je pense que le fait d'avoir non pas un local vide, et à côté vous avez le local de la France Insoumise d'ailleurs, à côté. L'idée, ça aurait amené une qualité au bâtiment, puisqu'on aurait fait un très beau projet, c'était ouvert au public. Ici, le soir, c'est pas complètement sûr non plus, il y a plutôt de mauvaise ambiance le soir. Et donc, il me semblait que c'était complètement idiot, pour dire le mot, de voter contre son intérêt. Et pour moi, les copropriétaires avaient un intérêt à valoriser leur foncier en acceptant une galerie d'art, alors que là, probablement, ça va rester un stockage de matériel visuel, audiovisuel, d'après ce que j'ai compris, avec beaucoup plus de nuisances que la galerie. Alors là, c'est difficile toujours à... En tout cas, il y a un truc assez intéressant qu'il faut voir, c'est-à-dire il faudrait connaître la nature des habitants qui sont là et surtout à partir de quand ils sont arrivés. Mais en tout cas, on peut faire un petit parallèle, mais ça, reste qu'une hypothèse, à ce qui se joue juste à côté, c'est-à-dire sur le canal. Ici, on est dans un quartier qui a été très populaire pendant des années et des années. Le basculement, c'est à commencer à faire par partir des années Chirac, où le canal Saint-Martin, les gens ont oublié, mais c'est un endroit malfamé, limite dans une réalité d'hygiène publique très compliquée, presque insalubre. Pas tout, il ne faut pas en faire un portrait apocalyptique, mais on était dans un territoire qui a vécu une rénovation urbaine très très importante et effectivement où on a préparé véritablement stratégiquement sa mutation sociologique. Et d'ailleurs, excusez-moi, pour prendre cette idée du bruit, ça devient un véritable problème le long du canal Saint-Martin. Une grande partie des familles dites bobos, ce que je suis, donc pour moi je suis très détendu pour raconter ça, sont arrivés parce que mouvement social différent, une offre de services commercial et culturel correspondant à la réalité sociologique,
Donc ils étaient très ravis d'investir le quartier, mais dès qu'ils ont commencé à avoir des enfants, évidemment leur rapport au bruit a totalement changé, effectivement, et on se retrouve maintenant dans des luttes urbaines réelles entre des habitants qui ont investi le territoire justement sur son mouvement et son dynamisme, et qui maintenant s'en plaignent parce que pour eux, ça a dépassé l'échelle, et on est dans, même la ville de Paris a défrayé un certain nombre de contrôleurs pour essayer de faire baisser. Il y a une assoce très puissante qui essaye de lutter. Évidemment, il y a tous les bars en tant que tels qui, eux, c'est leur gagne-pain. Donc on est dans cette tension et dans cette contradiction qui s'est inscrite dans la durée entre des quartiers qui se sont voulus en mutation, accompagner un nouveau mouvement culturel, économique, sociologique, mais quand tout d'un coup il y a des débordements par rapport à ce mouvement-là, ça a été le cas de la rue Oberkampf à une certaine époque, eh ben, on vit ce genre de situation. Et je crains que tu te sois confronté sur ce sujet-là. Après, toi, sur le sujet précis, j'ai pas grand-chose à dire. Les réalités des copropriétaires est toujours compliquée à Paris. Effectivement, s'endetter, parce qu'il faudrait regarder aussi le parcours urbain des habitants. Quand on s'endette lourdement, et ça devient de pire en pire à Paris, dans son logement, il y a une véritable obsession dès le départ des propriétaires accédants, c'est qu'ils ne veulent surtout pas que le prix de l'immobilier baisse. Donc, mais justement, là, c'est contre-intuitif. Oui, ils auraient dû se dire que... Parce qu'avant, il y avait un dark store, donc, qui était dans ce local, qui avait des nuisances, mais qui ne me semblait pas non plus... Il y avait un camion de livraison tous les matins tôt. Il y avait le bruit des tire-palettes dans la cour, etc. Des nuisances, ce n'était pas une discothèque non plus, mais il y avait des nuisances. Après, c'est vrai que j'ai été un peu observer le quartier. On critique le dark store, mais je voyais quand même beaucoup de gens qui se faisaient livrer des choses ici avec Uber Eats. Mais là, on a été confronté à deux choses. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il ne faut pas croire que, surtout à Paris en plus, ça devient délirant, même s'il y a un rapport très pragmatique et un parcours du combattant pour une classe moyenne qui va s'endetter sur 20-25 ans pour obtenir son logement. Et là, on est dans un parcours qui peut être tout à fait codifié, pratique en tant que tel. Maintenant, vivre dans un habitat, les rationalités que toi tu peux avoir par rapport à une vision entre guillemets objective d'une stabilisation d'un foncier, voire de le faire augmenter par ton activité, beaucoup de gens ne raisonnent pas aussi forcément par rapport à ça, parce que d'abord, ils n'ont pas tous les éléments à leur disposition. On peut faire l'hypothèse qu'un certain nombre d'habitants se sont confrontés déjà à un retour d'expérience tout à fait négatif, alors qu'on leur a promis monts et parvaux par rapport sur cette question-là. Il y a une vision je dirais très disparate, qui peuvent paraître contradictoires par rapport à la réalité du marché, par rapport à leurs propres intérêts. Mais généralement, l'habitat, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de quasiment anthropologique. On a un rapport à notre propre habitat. Il suffit de regarder tout comment nous-mêmes, le rapport auquel nous pouvons avoir par rapport à nos propres voisins dans nos bâtiments et avoir une représentation de nos espaces totalement différente. Donc tout ça est beaucoup plus complexe sur ces questions-là. Et à la rigueur, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'effectivement, tu as amené un projet à t'entendre pensé, préparé et qui rentrait dans la dynamique de l'évolution de l'Est parisien et qui avait un côté sens de l'histoire de la ville. Et en même temps, eh ben, ça ne marche pas si bien, c'est pas si automatique, c'est pas si mécanique. Et ce qui prouve que la ville, c'est aussi encore des tensions, c'est aussi des rapports de force. Et si j'avais un regard plutôt positiviste vis-à-vis de cet échec-là, je me dis, il reste encore des rapports de force qui peuvent paraître ésotériques d'un certain point de vue, mais en tout cas, ils existent. Ça donne un peu d'espoir d'une certaine façon. Alors Xavier, on est devant une autre option sur laquelle j'ai travaillé, sur laquelle je me suis positionné, qui est ce local qui est en rez-de-chaussée avec un autre local derrière qui est d'ailleurs un local qui était utilisé pour la cuisine éclair. Ce local-là, antérieurement, était une annexe de l'Or du Monde, qui est un grossiste de bijoux ou d'or.
Et local extrêmement intéressant qui est plus petit qu'il n'a l'air parce qu'en fait il est tout en longueur et il avait pas mal de contraintes qui étaient des contraintes liées à des colonnes en fonte qui sont partout dans l'espace. Donc il y avait peu de flexibilité pour l'aménager en galerie d'art. Mais ceci dit, il y avait ce local, un autre en cours en réserve et un autre encore là et donc tout l'ensemble était proposé à la vente. Ça a été acheté, en fait tout l'immeuble a été acheté par une foncière il y a très peu de temps. Et ils vendent tout à la découpe. Et on s'est positionné là, on était assez fiers de nous. On l'avait trouvé avant les agents immobiliers, c'est-à-dire qu'on a vu que ce local était vide, exactement tel qu'on le voit aujourd'hui. Et on a fait une enquête de voisinage pour essayer de comprendre qui en était le propriétaire, en essayant d'interroger les voisins, très sympathiques au demeurant, la concierge, etc. Et on a essayé de faire, à travers cette enquête, essayer d'identifier un local. Donc on a pu identifier la foncière et commencer une négociation. Et en fait, on était vraiment sur négo avec l'idée de le louer avec une option d'achat, parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas les moyens de l'acheter. On était aux alentours de 4,7 millions d'euros, 4,8. Et une négociation qui n'a pas abouti parce que très dure sur les termes, avec notamment une chose qui est systématiquement demandée maintenant pour les locations à Paris, quasiment systématiquement, et on y viendra pour un autre local qu'on a vu où ce n'était pas le cas, avec la garantie à la première demande, GAPD. Donc assez systématiquement, maintenant les bailleurs veulent sécuriser 1 an de loyer parce qu'ils considèrent que pour expulser un locataire qui ne paye pas, ça va leur prendre 1 an, et donc ils demandent une caution. Et donc on a une surenchère de demandes. La caution des 3 mois qui est classique, les mois d'avance de loyer, les travaux qu'il faut faire, il y a toujours des travaux, ici il n'y avait pas beaucoup de travaux mais il y avait quand même des travaux, la GAPD, donc quel que soit le scénario, on se retrouve avec 400 ou 500 000 euros à sortir pour commencer de louer un espace, donc on est dans des sommes qui deviennent assez fantastiques. Et là on était dans un quartier où le loyer faisait qu'il était à la fois, on était à 22 000 euros pour la combinaison des 3 lieux dans le même copropriété pour environ 400 mètres carrés avec beaucoup de sous-sol. Mais avec l'idée qu'on pouvait sous-louer pendant la Fashion Week, ce qui est un modèle qui est développé par beaucoup de galeries, notamment tout le Marais, où on a des locaux avec des loyers très importants, mais la possibilité de sous-location. Et là, il était accepté tout de suite par la foncière, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres locaux. Donc parfois, le plus cher et le moins cher. Le plus cher parce que c'est des loyers très importants, mais qui permettent une sous-location. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que là, on a vraiment pas exactement la métaphore parfaite, parce qu'on est encore plus embêtant et plus inquiétant. Ça n'engage que moi. Sur la réalité foncière, locative et économique, commerciale, quel que soit le type d'activité, ce qui est en train de se jouer à Paris. On se retrouve dans une situation qui va presque dans l'absurde. C'est-à-dire qu'effectivement, la rente foncière et immobilière a des critères bien précis, avec des chiffres souvent encore à 2 chiffres, de la rente vraiment à 2 chiffres. Ce qui est en train d'un peu de baisser parce que ça devient de plus en plus haut, il est difficile de faire sortir des 13, 14, 15, 16% de rente. Mais on est encore sur ces logiques-là. Et on se retrouve dans des situations où, si j'ai bien compris que le local est toujours vide, et qu'effectivement, on préfère maintenir un local vide plutôt que de le louer légèrement à la baisse. On n'était pas d'accord sur le prix, hein. C'est ça qui fait que... Peu importe, j'essaye d'extrapoler la situation parce que, évidemment, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs critères, et il y a des hiérarchies. Et si on va jusqu'au bout de la logique que nous sommes en train de vivre maintenant, et je vais prendre un autre cas, une autre artère, où on se retrouve dans une situation délirante, le boulevard Saint-Michel, et surtout sa portion entre Saint-Germain-des-Prés et le parc du Luxembourg, où à peu près un tiers des locaux sont vides, avec des loyers évidemment hyper délirants, très chers, une volonté de tout ce que tu racontes de se couvrir à tous les niveaux, tout sécuriser en tant que tel pour justement sécuriser la rente. On se retrouve dans une situation tellement délirante que le bon sens économique, je ne sais pas si cette phrase a une valeur, le bon sens économique se dire, bon, là ça fait 8 mois, 9 mois, 1 an que le local il est vide, je fais baisser légèrement le loyer pour pouvoir au moins payer les charges et les dépenses qui sont à tout immeuble. Il y a des charges du bâtiment, il y a des contraintes, il y a tout ça qu'il faut absolument entretenir. Eh bien, ils ne le font pas. Et pourquoi ? Parce que la plupart des cas, ce n'est pas le cas de ce que tu racontes, mais on a un certain nombre de critères. Mais maintenant, la plupart des cas fait que, comme ce sont des foncières et des fonds d'investissement
pensions, tout ce qu'on veut, qui achètent ce type de locaux à Paris parce que le foncier, déjà, le ticket d'entrée est tellement lourd. Ce produit-là, ce truc est alimenté par des produits financiers qui sont vendus dans les bourses du monde entier. Par exemple, un petit investisseur australien pour sa retraite va acheter un package de produits financiers, dont ce type de locaux. Et on se retrouve dans une situation délirante, c'est-à-dire que comme la valeur de l'actif financier, du produit financier qui est vendu, est basée sur le critère, dès le départ, du local, dans son fonctionnement et sur la rente qu'il doit rapporter, eh ben, on préfère le maintenir vide que de faire baisser son niveau en tant que tel, parce que ça ferait baisser la valeur du produit financier qui engrange de la rente sur les bourses internationales. Ça paraît totalement délirant, mais c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je vais faire mon petit libraire. Il y a un livre qui explique, c'est un peu une purge à lire, je dois l'avouer, mais qui explique tout ça et qui revient aux frères Pereire, donc du temps de Haussmann, qui est toutes ces spéculations. Et ça s'appelle L'Empire urbain de la finance et montre, par exemple, je prends un exemple pour montrer à quel point la logique de la financiarisation a pris un poids tellement délirant que même le promoteur, qui a été quand même amendé, l'alpha et l'oméga de l'homme puissant dans la fabrication de la ville, devient dans l'analyse de type marxienne une variable d'ajustement. Il gagne très bien sa vie, mais il devient lui aussi sous pression de ce produit financier qui domine tout et qui fait qu'on se retrouve dans des situations où on demande des tickets d'entrée absolument délirants, où on se retrouve dans des situations où on va te proposer ton local d'activité à un prix délirant, mais on va te dire tu peux remettre un truc de la Fashion Week en tant que tel, c'est-à-dire des logiques économiques et financières qui restent que dans les mêmes logiques. Et on se retrouve au bout du bout, et dans énormément d'endroits à Paris, de locaux commerciaux vides, et on préfère maintenir vide pour maintenir un produit financier virtuel, mais qui fait encore cracher de la rente, que de maintenir une activité économique. Et je conclurai là-dessus, et les élus ne peuvent rien faire là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, on n'ira pas dans un des quartiers les plus charmants, mais aussi les plus chers de Paris. Et un des intérêts de ces quartiers, c'est qu'on a un nouveau pôle d'attraction qui est la Bourse de commerce, qui est maintenant, surtout avec la fermeture de Pompidou, on pourra pour les années qui viennent, qui va devenir un des pôles d'attraction les plus importants pour l'art contemporain. C'est malheureusement écrit. Et donc, après, on a un peu aussi réfléchi par rapport au fait que la rue est extrêmement chère. Et on s'est dit, bon, on risque d'être dans un quartier où peu d'autres galeries auront la capacité à nous rejoindre. Et en fait, il y a très peu de fonciers potentiellement disponibles ici. On s'est un peu renseigné. Donc c'était aussi un autre critère qui fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la négociation ici. Parce que je pense que le quartier, vu le ticket d'entrée, comme tu dis, extrêmement élevé, aura du mal à se développer comme nouveau quartier de galerie. Et d'ailleurs, juste, ça permet de faire un peu de, comment disent les jeunes, de teasing. Pour le point qu'on va avoir, et tu pointes quelque chose de très important, quelle que soit l'activité économique, c'est toujours très important d'avoir une action, je mets ça entre guillemets, mais pas tant que ça, collective. C'est-à-dire que la galerie qui peut être présentée comme une sorte d'acteur économique fort avec des clients riches en tant que tel et dans une logique uniquement d'intérêt individuel, en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'une activité économique, et tu le montres très bien, est important qu'il y ait une dynamique collective pour pouvoir asseoir la qualité et le dynamisme du travail qu'on veut amener. Pour faire un résumé que disent souvent les restaurateurs, ils te disent, moi, j'ai jamais aussi bien marché que quand j'avais 10 restaurants autour de moi que quand j'étais seul. Et bien tu confirmes aussi ça. Je crains que c'est ce qu'on aille voir bientôt dans le prochain point. On est devant un immeuble ici qui est à l'angle de la rue de Nesle et de la rue de Nevers et sur lequel je m'étais positionné. On est dans le quartier historique de Paris, ce qu'on appelle le quartier de la Monnaie, enfin ce que les agents immobiliers appellent le quartier de la Monnaie. Je ne suis pas sûr qu'on utilise ce terme tellement. Donc derrière l'hôtel de la Monnaie, sur une rue perpendiculaire à la rue de Dauphine, qui est aussi une rue qui a un passé lié au livre, dont Xavier peut nous parler. Donc on a un local qui a été un ancien local utilisé par des experts comptables, extrêmement intéressant, extrêmement beau, qui avait été refait de façon, on va dire, assez violente contre les qualités architecturales du local. Il y a une très belle hauteur sous plafond, un très beau plafond du XVIIe siècle. On est en fond de cour. Et le local était extrêmement intéressant, on s'est positionné. Sachant, en mois de décembre, c'était le premier local sur lequel on s'est placé. Le prix nous semblait même assez raisonnable.
Et on a fait une proposition avec une location dès le moment de la promesse de vente et qui allait après devenir caduque au moment de l'acquisition, qui allait arriver 4-5 mois avant. Mais il y avait des conditions suspensives, notamment liées à la transformation en ERP, c'est-à-dire un ERP, établissement de recevement du public, qui est un dossier qui est instruit par la ville de Paris, qui permet d'accueillir du public dans un espace qui était jusque-là du bureau, et ça prend 4-5 mois d'instruction, et donc c'était une des conditions. Donc on s'est positionné, le propriétaire n'a pas accepté notre offre et a voulu privilégier l'offre d'un marchand de biens qui lui a vendu du rêve, qu'il allait tout faire au prix, qu'il y aurait une condition suspensive, etc. On a bien prévenu via les agents immobiliers que probablement c'était une technique de négociation classique chez les marchands de biens que de dire qu'on allait signer sans conditions suspensives, mais que les conditions venaient après dans un deuxième temps de façon masquée. Le local nous a échappé. Les propriétaires ont voulu vendre, soi-disant sans conditions suspensives. Et des mois après, quelques mois après, 4 mois après, on est revenu, les agents immobiliers sont revenus me trouver en me disant ben voilà, finalement l'opération ne s'est pas faite comme on l'avait prévu, etc. Donc le local est toujours disponible. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, malheureusement, on était hors des délais par rapport à un dossier ERP dont tout le monde dit que c'est sûr qu'on l'aurait eu, c'est sûr que. En fait, il y a quand même une incertitude. Et donc le local nous a échappé simplement pour des questions de délai de traitement administratif qui sont quand même extrêmement longs pour les locaux à Paris, 4 mois. 4 mois, quand vous positionnez pour un local, c'est très long. Et en fait, c'est un peu dommage parce que ce local, il avait beaucoup d'intérêt dans ce quartier qui est quand même un quartier lié historiquement au marché de l'art. On a la rue de Seine et les autres trucs qui sont dans le coin, mais c'est aussi un quartier qui est lié à la vie du livre à Paris. Donc le RP, c'est une contrainte préfectorale, donc de la préfecture de Paris, mais une contrainte préfectorale, donc plutôt liée à l'État. Ce qui ne te dédouane pas de toutes les contraintes. Moi, j'ai une librairie, je suis confronté aussi à la même situation. Ce sont des coûts même importants à développer. J'en suis même à un point à avoir pris une structure, un peu comme l'expert comptable, qui validera mon ERP pour la préfecture pour éviter d'être contrôlé. Et c'est vrai que quand on est un petit acteur économique sur Paris avec des locaux un peu déglingués, c'est vrai que c'est une lourdeur administrative dont évidemment je ne conteste pas la légitimité, mais qui donc l'adaptation pour des petits acteurs est très compliquée. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, effectivement, on voit bien l'agrégation d'éléments et de paramètres qui fait que d'avoir un local d'activité économique dans cette ville, eh ben, elle devient extrêmement compliqué. Et que, paradoxalement, ça serait simple qu'il y ait juste un frein à l'argent. Au moins, on aurait identifié cette situation. Mais il y en a énormément entre les propriétaires qui ont des attentes, entre la logique financière qui a des attentes, entre les logiques administratives avec son propre calendrier, entre la capacité plus ou moins financière de l'acquéreur et de l'activité qu'il peut proposer en fonction de la réalité urbaine dans laquelle il se trouve. Fait qu'effectivement, c'est assez intéressant de voir ce cas-là qui permet de voir un peu comment ça devient très compliqué, et plus ça devient compliqué, plus ça profite aux acteurs gros économiques qui, eux, ont tous les services et les acteurs, ou en tout cas, je dirais, les sous-traitants techniques qui leur permettra de passer à travers les mailles du filet. Et c'est pour ça que ça me paraît intéressant. L'autre point intéressant qui n'a entre guillemets rien à voir, en tout cas au premier abord, c'est la réalité de ce territoire qui est un territoire très lié au livre. Et là, on a aussi une autre belle métaphore qui me paraît intéressante, c'est-à-dire que, historiquement, c'est même séculaire. Le quartier latin, cette partie de la rive gauche, et l'histoire d'éditeurs, de libraires-éditeurs, des vieux. On prend les éditions Stock, qui ne sont pas très loin d'ici, c'est une maison qui a 4 siècles. La fameuse librairie Grasset-Fasquelle, Bernard Grasset, qui était une sorte de Gaston Gallimard, encore plus fasciste que Gallimard, encore plus Golavo, qui avait sa librairie édition tout tel. Donc on a ce chose-là. Et cet épicentre est en train de se déplacer. Il s'est même quasiment déjà déplacé à l'est parisien. Et on peut y voir 2 interprétations. On peut y voir déjà un vrai changement, voilà, un vrai changement à l'échelle du livre, donc un petit changement de paradigme, où tout d'un coup vous avez un mouvement du livre qui quitte
ce quartier historique vers l'Est parisien, on peut y voir aussi, on peut faire une deuxième interprétation, que l'Est parisien, dans sa réalité sociologique, est en train de se rapprocher de ce qu'était la rive gauche il y a 30 ou 40 ans. Donc oui, effectivement, ce qui me semble intéressant de voir ce mouvement du secteur du livre historique parisien, rive gauche, quartier latin, qui est en train d'être quitté pour l'Est parisien quand on veut se maintenir dans Paris. Alors il y a plusieurs critères d'explication, hein. Évidemment il y a la réalité du foncier, on a vu le nombre de librairies qu'on fermait, remplacées par des boutiques Dior et autres grandes marques de luxe, mais c'est aussi peut-être que l'Est parisien est en train de rattraper son processus d'embourgeoisement qui était la rive gauche il y a 30 ou 40 ans, qui fait que le livre, quels que soient ces types d'éditions ou de librairies, en même temps, on sait qu'on s'adresse à une clientèle qui a quand même un certain niveau de culture, parce que quoi qu'on en dise, la culture reste un élément ségrégant, et la librairie, même si c'est le maillon le plus faible du spectre culturel, n'échappe pas à cette règle. Donc là, on a évidemment une sorte de métaphore intéressante de la réalité d'un marché d'immobilier, de la réalité d'une activité qui est en train de quitter et de partir ailleurs, parce que justement la ville se recompose. Elle se recompose sociologiquement, mais elle est en train d'être prise en main véritablement par les réalités foncières et financières, quelle que soit l'activité. Pour ma part, c'est inquiétant. En tout cas, là, on en a une belle illustration. Il y a intéressant aussi le théâtre, puisqu'apparemment c'est une monopropriété familiale, ce bâtiment avec toute la cour derrière, qui est un bâtiment absolument magnifique, qui est resté dans son jus. Mais apparemment, ils vont tout transformer en Airbnb, tout l'ensemble des... Donc ce qui est quand même très étonnant, c'est d'avoir un carreau cassé dans une rue, dans un des quartiers les plus chers de Paris. Bâtiment absolument magnifique, mais tout va être détruit, refait, pour faire du Airbnb dans l'immeuble et donc amener de la rente. Alors, est-ce que c'est en soutien au théâtre qui est derrière? Le bâtiment derrière est en location. Je m'étais demandé pour des expositions, pour de l'événementiel, mais avec des tarifs qui sont absolument monstrueux. Je n'en sais rien, mais je crains que, vu ce que tu viens de dire, que la réponse soit déjà dans la question. I was broke, pocket full of lead. Now I'm on the bricks, getting paid like no other dog. Now I'm stacking chips on the road like a trucker, man. Had to take some trips, doing shows for my brothers, but strapped with extra clips, just in case. Donc, on reprend. Sur le chemin, avant de faire notre dernière visite de local et notre dernière adresse, l'idée c'était de faire une petite pause ici, rue des Saints-Pères, où on a cette galerie de dessin ouverte avec Samy Abraham, qui est un autre transfuge de l'Est parisien, qui avait une galerie à son nom dans le quartier de Belleville, avec une programmation qui était absolument étonnante et passionnante. Donc on a ouvert ce lieu ensemble il y a 2 ans. Je voulais qu'on fasse un petit point sur le Marais, puisque c'est quand même le quartier qui concentre le plus de galeries aujourd'hui à Paris. Et je m'étais positionné sur 2 espaces, un rue de Turbigo avec une reprise de bail et un boulevard Beaumarchais avec une autre reprise de bail. L'espace Turbigo est intéressant parce que c'est une galerie qui cédait son bail et qui depuis des années équilibre son économie en sous-louant son local à la Fashion Week, mais au su et à la vue du propriétaire, mais sans son accord explicite. Et en fait, ça crée une forme d'instabilité ou d'insécurité juridique que je n'étais pas prêt à vivre, avec des propriétaires que j'estime assez hypocrites, c'est-à-dire que d'un côté, ils louent leur espace à prix d'or parce que derrière, le locataire peut sous-louer au moment de la Fashion Week, donc bénéficie d'un loyer plus important que si le local était vide pendant, on va dire, 11 mois de l'année et uniquement loué pendant cette période-là. Ils optimisent vraiment la rente, pour reprendre les termes de Xavier, mais ils aiment bien le fait que ça ne soit pas forcément officiel dans le bail, afin de pouvoir garder la main sur le fait de changer de locataire si, par exemple, le marché immobilier venait à monter. Donc ça, c'est typiquement le genre de propriétaire que j'ai cherché à éviter, des propriétaires avec qui on est dans une forme d'insécurité, qui veulent la rente, mais qui ne vous garantissent pas d'une bonne exploitation durable dans le cadre d'un contrat qu'on dit 3-6-9, 3-6-9 ans classique. Et comme j'ai eu des déboires avec le propriétaire de la société Fimenco à Romainville, je souhaitais vraiment réfléchir en fonction de ce paramètre de sécurité juridique. Donc, un des critères aussi qui a fait que ça ne s'est pas fait dans le quartier du Marais, c'est qu'on est juste à la veille de la fermeture du centre Pompidou pour une durée un peu indéterminée. Et je trouvais ça peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, ça ne
un peu maladroit d'arriver dans le quartier avec une galerie d'art juste au moment où la programmation du Pompidou allait cesser. Alors, c'est vraiment intéressant. Plus on avance, plus ça devient intéressant parce que même moi, je réfléchis en temps réel. C'est-à-dire, je vois bien les agrégations des différents paramètres urbains qui sont en train de se dessiner. Et effectivement, je vais me contredire de ce que je dis précédemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai plus que le sentiment. Maintenant, nous avons des éléments chiffrés, actés et de très gros acteurs qui prennent de plus en plus la main sur la ville et qui fait que la logique de la financiarisation, surtout dans le cadre de l'activité économique, encore plus que dans le logement, est en train de prendre la main, pas définitivement parce que tout ça ne veut rien dire, mais en tout cas pour un certain temps. Et ça ne va que progresser. Maintenant, ce qui est très intéressant dans le cas précis que tu décris, on a... Je ne sais pas si on a différentes échelles de l'activité urbaine, en tout cas différents aspects. Je vais commencer par la fin. Tu dis, et de façon très intelligente, de dire que c'était risqué, entre guillemets, d'intégrer le quartier du Marais, grand quartier de galeries, qui est collé évidemment au centre Pompidou, qui va être fermé, et donc dont tu vas moins bénéficier de l'attractivité. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant, c'est que ça montre encore que l'acteur public peut être aussi un élément, entre guillemets, plus que engageant, qu'un élément moteur pour l'ensemble d'activités privées qui sont connexes. Ah oui et non, parce que pour moi, la Bourse du Commerce a exactement le même rôle, alors que c'est privé, que le centre Pompidou en termes d'attractivité dans un quartier. Alors statutairement, tu as entièrement raison, et sur beaucoup de paramètres, tu as entièrement raison. Je mettrai juste un bémol sur cette question. La façon dont la Bourse du Commerce a été faite est incroyablement accompagnée par l'acteur public. Et d'ailleurs, j'engage, ça vaut vraiment son pesant d'or, c'est passé sur Arte il y a 3-4 ans. Je crois que ça se revoit gratuitement sur un certain nombre de plateformes. Donc ça s'appelle, alors j'ai oublié le titre, ça s'appelle L'Humiliardaire, l'Iconoclaste, et choses comme ça. Donc, et qui raconte en 59 minutes à peu près le chantier et l'arrivée de la Fondation Pinault. Un vrai programme de qualité esthétique phénoménale de propagande, mais hyper bien fait. En tout cas, c'est très instructif. Et ce qui était fascinant dans ce truc-là, je fais cette parenthèse parce qu'elle est quand même importante, donc on interroge des journalistes, d'autres galeristes en tant que telles. Alors évidemment, c'est une sorte de ode à Pinault. On se demande comment la place de Paris a pu vivre sans, à un moment donné, en tant que tel. Mais celui qui est le plus laquais, et les monte un sens, est le patron des Bâtiments de France, qui devrait être, lui, le plus critique, en tout cas pas forcément critique, d'être dans le rapport de force. Lui est le représentant de l'État, de l'acteur public, qui devrait rééquilibrer un peu les forces, d'avoir des attentes, entre guillemets, au service du grand public, que sais-je. Et c'est et c'est fascinant de voir ces propos, qui accompagnent le projet, mais alors sans aucun recul en tant que tel. Donc, évidemment, tu as raison sur tout l'ensemble, mais malgré tout, je vais rester sur cette ligne-là. Ça montre encore que l'acteur public, il peut être moteur d'une activité, on va dire, privée, et de ce que tu racontes dans le Marais est intéressant. On mettra des nuances sur la Fondation Pinault, tu as raison, mais je voulais rétablir au moins cet élément d'information, et je ne sais pas si j'ai raison. Mais ce qui est intéressant au final aussi dans le cas du Marais, c'est qu'effectivement, il faut regarder l'ensemble de la nature de ce qu'est devenu ce territoire. Et il est, je dirais, là, franchement, incroyablement représentatif de l'ensemble des métropoles qui s'engagent dans tous les paramètres de communication urbaine et d'attractivité qui est devenu maintenant l'alpha et l'oméga du développement économique. L'emplacement des galeries étant historique, effectivement, et comme il y en a beaucoup, et en plus tu as raison de jouer la carte du collectif, parce que c'est bien, parce qu'il y a une activité identifiée dans un territoire qui fait que toi, en t'y installant, tu seras d'autant plus rapidement identifié. Donc ça aussi, et ça c'est valable dans n'importe quelle activité territorialement. Après tout, le sentier, qui est pas très loin d'ici, voilà, c'était un peu d'épicentre du textile, choses comme ça. Donc c'est très intéressant de voir une activité liée à un territoire et qui s'auto-alimente. Toujours difficile de dire où est la poule et l'œuf en tant que tel. Mais ce qui est maintenant me paraît intéressant aussi, c'est que l'ensemble de tes difficultés qui est en train de se regrouper, elles se regroupent aussi dans ce territoire-là, où le côté galeriste est évidemment un moyen d'attractivité, mais il suffit de se balader dans le Marais. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste de la ville ou d'un grand sociologue, de voir quel est l'impact attractif des enseignes commerciales standardisées du monde entier. C'est presque un centre commercial à ciel ouvert. Dans des bâtiments du 18e, c'est très chic, c'est même très agréable, mais se balader dans le Marais, piétonniser,
du week-end, je ne vois pas la différence d'être dans une station de RER tellement on joue des coudes. Alors c'est très joli en tant que tel. Effectivement, le développement économique urbain d'une ville est en train... Et là, c'est la tendance lourde qu'on trouve. Il suffit d'aller dans le centre de Londres, l'ensemble de... Là, je reviens de Milan. Enfin, je reviens pas de Milan, je reviens d'Italie. Donc, je fais un aller-retour à Milan. Enfin, je veux dire, je vois exactement la même chose. Alors évidemment, une culture différente, un bâtiment différent, mais si tous ces acteurs économiques ont pénétré ces lieux-là, c'est pas pour rien. Et je le dis d'autant plus, c'est que des études très sérieuses, même de la recherche urbaine a été faite, c'est que ces locaux commerciaux ne rapportent rien. C'est-à-dire que économiquement, c'est pas du tout rentable. Les loyers sont délirants, mais totalement délirants. Sauf que c'est une vitrine en tant que telle. Il y a exactement ce que tu racontes sur ces propriétaires qui ont véritablement capté toute la réalité de la rente qu'on peut en tirer au maximum. Et je rajouterai un dernier élément, et je conclurai là-dessus. Ton exemple est d'autant plus intéressant, c'est que ça montre aussi que peut-être, et ça ce n'est qu'une hypothèse, mais qui a été validée dans d'autres secteurs, que l'activité économique galerie, au regard des loyers, ne suffira pas et que dès déjà les propriétaires potentiels te proposent une sous-traitance potentielle pour pouvoir arriver à ce modèle économique. Alors ils ne la proposent pas, il faut leur demander. J'ai bien compris, mais on voit bien que tout ça est un secret de polichinelle, au final. C'est un secret de polichinelle. Au final, c'est un secret de polichinelle, et c'est un peu comme l'écrivain qui a besoin d'avoir un autre boulot, parce qu'il ne peut pas vivre de sa plume. Et c'est quand même assez délirant de se dire, je veux être galeriste, je suis peut-être passionné par les artistes que j'ai envie de promouvoir, quelle que soit ma logique, eh ben, je ne pourrais y arriver qu'en vendant à une activité, entre guillemets, qui est dans la tendance lourde du système, parce qu'après tout, s'il y a les boutiques du Marais de mode en tant que telles, c'est parce qu'il y a cette situation aussi en amont. En tout cas, ça pose des questions, et en tout cas, moi, ça m'interroge que même une activité comme la vôtre est obligée de rajouter quelque chose d'annexe pour pouvoir maintenir son modèle économique. Ça me paraît un peu inquiétant. En tout cas, il y avait une autre chose dans ce que tu dis sur laquelle je continue de m'interroger, c'est cette question d'être... Je me souviens, pendant longtemps, tu me disais, oui, en venant dans l'Est parisien, quand j'étais à Belleville, tu es quand même porté par le territoire, tu portes le territoire, mais tu es aussi porté par le territoire qui se gentrifie, etc. À Romainville, je n'ai pas du tout le sentiment d'être porté par le territoire, plutôt de porter le territoire. Et c'était un peu lourd. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé des questions par rapport à ces logiques de quartier, avec effectivement, de façon purement personnelle, j'aime bien de façon un peu idéaliste l'idée de venir dans un territoire qui n'est pas déjà très investi par les galeries. Donc je m'étais dit par exemple rue Notre-Dame-des-Victoires, on n'était pas dans un quartier, une rue de galeries, etc. Mais à proximité de la Bourse du Commerce, à proximité d'autres choses, mais j'aimais bien l'idée un peu romantique d'aller développer une adresse. Et au final, j'ai fait un choix un peu plus conservateur en me disant qu'il était quand même intéressant d'intégrer, en tout cas ça me semblait bête d'aller payer plus cher pour aller dans un territoire que j'allais devoir construire plutôt que d'aller dans un quartier comme rue de Penthièvre, dans un quartier de galerie qui au final est moins cher. Donc j'ai mis ça dans mon équation, me dire, et l'idée d'être porté par le territoire dans des quartiers populaires, je n'y crois plus vraiment. Par exemple, dans le scénario de la rue de l'impasse des Récollets, je m'étais dit, bon voilà, il y a tout un travail d'évangélisation du territoire, de construire l'adresse, construire l'attractivité du quartier, l'adresse, etc. Et ce travail, il est quand même très lourd. Je l'ai fait à Belleville et je ne le ferai plus dans un quartier où je sens que peu d'acteurs pourraient me rejoindre à court terme parce qu'il y a peu de locaux disponibles. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça confirme aussi une règle assez générale. Je vais faire un peu professoral et je m'en excuse, mais je vais allonger la focale, mais je vais vite revenir sur ton sujet. On oppose de façon assez classique, on va dire, le marché à l'État. Que le marché, c'est le truc dynamique, et que l'État, ou en tout cas l'administration telle qu'elle est publique, c'est le truc conservateur, lourdingue, et qui a du mal à s'adapter. Et en fait, tu es en train de prouver que tout ça est plutôt, non seulement est caduque, mais que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en clair, le marché, il est comme tout le monde, il est conservateur. Il est aussi conservateur que les autres. Et quand on est trop innovant, eh ben, on n'est pas identifié. On est identifié quand on est raccord avec un certain nombre de normes que la représentation générale et collective a déjà identifiées. Et je peux le dire d'autant plus, valider ce que tu viens de dire. Moi, quand j'ai démarré la librairie sur le bas Belleville, alors en plus dans l'endroit était bien placé pour le savoir, anti-commercial du monde, le plus anti-commercial du monde, les thuriféraires du métier me l'ont toujours dit,
Maintenant, tout ça va bien, mais tu avais 7 à 8 ans d'avance. Et effectivement, j'ai fait cet effort, et cet effort-là, je ne suis pas sûr, si je devais le refaire, que je le referais. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que le marché, il est aussi conservateur, et qu'il faut des critères importants d'être identifiés. Et si on est véritablement identifié, c'est bien des choses qui sont déjà installées, et pas des trucs innovants. En tout cas, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas trop s'éloigner du champ dans lequel on a envie de s'inscrire. Et la ville en est un excellent exemple sur ces questions-là, parce qu'effectivement, des gens sont prêts même à payer même un peu plus, mais pour être sûr que les gens qui sont autour d'eux, ben, ça correspond, et par principe, il y aura une attractivité de base. Enfin, c'est même du bon sens commercial. Mais si on veut le théoriser un peu, on voit bien cette situation, comment elle fonctionne. Maintenant, tu poses un autre problème de difficulté d'installation dans des quartiers, on va dire, dits plus populaires par rapport à des quartiers plus établis, on va dire plus bourgeois, qui ont l'habitude de recevoir ce type d'activité. Je crains que cette phrase, maintenant, dans moins de 10 ans, ne soit plus valable. À Paris, on va se retrouver dans des situations vraiment très fracturées. Soit on a des quartiers où il y a encore, je dirais pas populaires, mais où il y a encore des fortes poches de pauvreté, avec une sorte comment dirais-je, d'agrégation de gens très aisés, et sur le trottoir d'en face, on a des poches de pauvreté très très puissantes, comme il y a encore sur le bas Belleville, le bas de la rue Ramponneau. Il y a un trottoir où on a sur cours ma clientèle, pour faire court, et de l'autre côté de la rue, où il y a une grande cité en tant que telle, ces gens sont totalement encerclés. Et la rue Ramponneau, elle est vraiment, je ne sais même pas si elle fait 10 mètres de large. Peut-être 15, un grand maximum. Donc, on va être confronté plutôt à ça. C'est-à-dire que quand on disait quartier populaire, c'était des gens évidemment plus populaires, mais il y avait une grande diversité de situations. Là, on se retrouve à Paris vraiment vers une homogénéisation vers le haut, et qui a des conséquences où certains quartiers, type 11e arrondissement, certaines portions du 20e, où les prix de l'immobilier et du mètre carré n'ont rien à envier à ce que vous trouvez dans l'ouest parisien. Alors, on pourrait dire, donc ça relativise la réalité de l'ouest ou de la rive gauche. Moi, je crains que c'est plutôt l'inverse qui se joue, c'est-à-dire qu'il y a une harmonisation vers le haut, et effectivement, et que cette situation-là, maintenant, de défrichage, je crains qu'on est carrément arrivé au bout du bout. Et comment tu vois l'histoire de Romainville rétrospectivement ? L'histoire de Romainville, je crains que tu sois à peu près dans la même situation, d'une certaine façon. De toute façon, c'est toujours difficile de prévoir l'avenir, de savoir... on peut maîtriser les tendances lourdes. Alors, une tendance lourde, on peut la maîtriser plus ou moins dans le cadre de la recomposition socio-économique d'un territoire, parce qu'il arrive des infrastructures. Donc dans le cas de Romainville, qui est dans une portion de ce territoire de Romainville, qui sera sur l'axe d'une des lignes du Grand Paris Express, il n'y a pas photo. On voit déjà proche d'une ligne de métro, l'immobilier à 20% de plus, les activités vont s'y greffer. Il suffit de voir le prolongement de la ligne 11 qui a fait le plein dès le départ. Ces zones, évidemment, sont en train d'investir. Après, la ville, c'est beaucoup de paramètres. C'est comment c'est connecté, quel rapport il y a autour de soi, quelle activité va arriver, les mouvements de population déjà enjournés par le travail sur ces questions-là. Et effectivement, dans le cadre de ta galerie, moi je pense qu'à un moment donné, la mayonnaise prendra, parce que l'immobilier, enfin le foncier est tellement tendu sur Paris que dans une ligne de métro, c'est quoi moi je vois, moi qui habite près de la porte de la Villette, pour venir te voir, c'est 10 à 15 minutes en vélo, quoi. Et encore, je roule peinard le long du canal. Donc tout ça va s'interconnecter à terme. C'est très difficile de dire savoir la mayonnaise prendra, parce que je ne prendrai pas ce risque-là. Mais la tendance lourde de ces territoires qui vont rentrer maintenant dans le cercle des mobilités urbaines, en tout cas professionnelles, fortes, entre l'accès à la ville-centre ou même les interconnexions est-ouest, à un moment donné, les jeux de population se feront. Et de toute façon, la logique de l'activité foncière et des acteurs économiques, quand Paris sera saturé, il faudra bien qu'ils trouvent du grain à moudre ailleurs. Maintenant, tu vois, moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que justement, il y a la spécificité de la clientèle des galeries, c'est qu'elle est... Alors il y a le public de la galerie qui est lié à la programmation, et là l'accessibilité métro, vélo est très très importante. Pour le public, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent notamment pour notre programmation, qui est une programmation qui est liée à la notion de recherche dans les arts visuels. Donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver ce public quelque part, où qu'on soit sur le territoire de la région parisienne. Mais après, pour le public acheteur, c'est-à-dire les grands collectionneurs, souvent internationaux, le fait de devoir se déplacer à une demi-heure, 3/4 d'heure, etc., du centre de l'hôtel dans lequel ils descendent,
est compliqué, surtout s'ils ont des galeries intéressantes qui sont immédiatement, tels les marchands du temple, directement accessibles. Donc nous, on souffre quand même de cet éloignement par rapport à cette clientèle qui est importante pour nous. Je ne peux pas aller contre ce que tu dis. Bon, c'est ton activité, donc tu es bien mieux placé que moi pour le savoir. C'est-à-dire qu'on a deux types de publics. Et pour le public international, d'aller au fin fond d'une zone même peut-être habitée, attractive, etc., et habiter, ça fonctionne moins bien. Et ça, c'est la spécificité de notre activité. Là, ça rejoint ce qu'on disait précédemment. T'installer dans tous les lieux qu'on a visités et le prochain qu'on visitera, c'est bien parce qu'il y a un écosystème autour de toi qui fait que ça crée une attractivité déjà pour le grand public, mais pour cette clientèle-là qui va peut-être qui est minoritaire, mais qui a la capacité d'acheter certaines pièces que d'autres ne pourront pas faire. Et puis c'est une économie en tant que telle que tu maîtrises. Donc j'ai même pas à discuter de ça. Je parlais de l'avenir de Romainville aussi. Mais l'avenir de Romainville, comme toute réalité urbaine, aura ses logiques ségrégatives. Donc est-ce que le micro-territoire auquel tu t'es installé, la mayonnaise prendra? C'est pas bien parti, évidemment, mais c'est difficile à savoir sur ces questions-là. Moi, je suis épaté de voir certaines zones de territoire parisien dans la façon dont c'est transformé. Et quand la transformation se lance, ça va très très vite. Alors, il y en a certains, on aurait pu se douter que le long du canal, c'était très attractif sur ces questions-là. Mais quand on voit certaines portions de l'avenue de Flandre autour de Stalingrad, avec tous les problèmes que ça comporte, je veux dire, moi je suis bien placé pour le savoir, c'est mon trajet scolaire où j'amène mes filles sur ces questions-là. Quand on regarde le prix de l'immobilier tout autour, à part certaines poches près de la rue d'Aubervilliers qui sont véritablement en tension et en difficulté, on ne trouve encore rien à acheter en dessous de 8 500 €, voire 9 000 € du mètre carré. Prix de départ, avec travaux, tout ce qui arrive. Donc, j'aurais jamais imaginé que ces zones-là puissent avoir de tels niveaux de prix à l'achat de l'immobilier, en tout cas en termes de logement. Donc c'est très difficile à prévoir. Mais après, l'analyse, toi, que tu fais précisément sur ton activité, d'abord, j'ai rien à y dire, tu es bien mieux placé que moi, et ça coule sous le sens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la tendance qui est faite infrastructurelle, c'est tellement tendu sur Paris pour une grande partie de la classe moyenne. On voit bien ce qui se passe au Lilas, dans les villes limitrophes. Montreuil, on est aussi le bon exemple. Montreuil, c'est tellement étendu qu'effectivement, on a toute la diversité, mais toutes les zones montreuilloises, le bas Montreuil, proche d'une réalité urbaine qui ressemble à une réalité parisienne, ça a très très vite décollé et les prix sont même des fois même beaucoup plus chers que dans certaines portions de l'Est parisien. Donc en tout cas sur la région Île-de-France, première couronne, il y aura toujours des poches de pauvreté et ça va même s'aggraver. Parce qu'évidemment, c'est des jeux de vases communicants. Plus ça se gentrifie ou ça s'embourgeoise, et ben les choses de pauvreté, eux, s'enfoncent de plus en plus. Donc c'est ça qui nous attend. Après, sur la réalité territoriale de Romainville, je serais incapable de dire quoi que ce soit, je serais même malhonnête intellectuellement de faire des prévisions. Mais en tout cas, la tendance lourde va vers ça. Alors Xavier, on est ici devant une adresse qui pour moi symbolise la regentrification d'un quartier qui a été dégentrifié. Alors je t'arrête. Non, là je ne peux pas entendre ce genre de choses. Les mots ont un sens et les réalités sociologiques en ont un autre. Non, là c'est un quartier bourgeois et c'est pas grave du tout. C'est sociologiquement bourgeois qui a peut-être connu des hauts et des bas dans ses mouvements de population, mais sa réalité bourgeoise est intacte. En tout cas, cet espace qui va devenir le nouvel espace de la galerie a été une galerie, je ne sais pas laquelle, avant que de devenir un Franprix. Et apparemment, la logique, selon l'agent immobilier, c'était que le Franprix avait installé deux locaux ici et juste un peu plus loin sur le boulevard, avec l'idée de tuer toute concurrence. Donc c'était l'idée, on prend des espaces et pour éviter que d'autres acteurs viennent sur le même créneau de supermarché. Et aujourd'hui, on prend ce local parce qu'effectivement, on a des conditions de bail qui sont intéressantes dans la mesure où le propriétaire sont un frère et sœur qui possèdent tout le bâtiment et ils sont intéressés à un certain ennoblissement du bâtiment
par une galerie d'art, ce qui fait qu'on avait plus de possibilités de négocier directement avec un humain et pas avec une foncière immobilière. C'est ça le contexte. C'est intéressant ce que tu racontes au-delà d'un service qui a lieu de supermarché et qui n'y est plus. Ça peut renvoyer à beaucoup plusieurs hypothèses, parce que est-ce que beaucoup de familles qui habitent ici, il y a des familles qui habitent ici, font leurs courses au supermarché, sûrement quand il est service, mais on peut faire l'hypothèse qu'ils ont déjà intégré toutes les normes de nouvelle consommation en ligne sur ces questions. Mais moi j'ai une question à te poser au final, qu'on arrive à la fin de notre petit parcours. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une expression un peu populaire qui dit « on rentre chez maman ». C'est-à-dire qu'au final, on est dans un quartier, la rue Miromesnil, les choses comme ça, où il y a énormément de galeries qui ont une réputation plutôt traditionnelle, classique, et choses comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, c'est une question double. Un, est-ce qu'il est arrivé pour toi la galerie, au-delà de tout, on a bien compris les logiques de complications et d'obstacles que tu as eu pour trouver un local, mais d'intégrer ce lieu-là qui a aussi un passif et un passé surtout de galeries importantes, de se dire, ben voilà, là je passe aussi une autre étape en tant que telle, qui n'est pas uniquement un jeu de communication économique qui se joue toujours au sein des territoires, mais aussi pour ta galerie de dire, là je m'institutionnalise pour mettre les pieds dans le plat. Alors pas vraiment, parce que pour moi la galerie qui a quand même une typicité de programmation de recherche avec un angle éditorial très fort et pas un angle avec beaucoup d'artistes qui ne sont pas sélectionnés sur des critères commerciaux, ce quartier-là, on est dans une chose plus transgressive par rapport à non pas l'activité de galerie, mais par rapport à la typicité de ma programmation. Donc on va être un peu un ovni avec cette approche de cette programmation et ces artistes qui font un travail de recherche dans un quartier qui est plutôt lié à ce qu'on appelle le second marché et avec des galeries qui sont souvent très commerciales ou souvent modernes. Donc ça nous semblait intéressant Donc pour moi, le côté transgressif est tout aussi fort ici, peut-être plus que d'avoir l'idée d'une galerie d'art contemporain dans un quartier populaire, c'est un peu transgressif, mais l'idée d'une galerie qui a un profil de recherche dans un quartier qui a un profil plus traditionnel, même que le Marais ou que le 6e arrondissement, ça m'intéresse aussi de voir un peu comment ça va réagir. Donc il y a quelque chose, et après effectivement il y a le côté pragmatique qui est de se dire, le fait d'être dans un quartier qui est depuis un siècle traditionnellement lié au marché de l'art permet aussi de se faire comprendre du propriétaire, des agents immobiliers, etc. Il n'y a pas une hostilité au fait de voir une galerie qui arrive dans le quartier, au contraire. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un certain confort à ne pas devoir lutter à nouveau comme Sancho Panza contre des logiques contraires à celle de mon activité. Après, on pourrait faire une autre hypothèse, mais presque positiviste. Le grand sociologue Pierre Bourdieu avait un concept de champ. Il disait que globalement, voilà, c'est une sorte d'espace social où des tas de gens sont peut-être très différents, mais ils convergent à un moment donné dans la même direction. Donc on peut être totalement opposé politiquement, sociologiquement, économiquement, sur plein de situations, mais au final, on a une représentation commune en tant que telle. Et alors, on pourrait faire l'hypothèse, mais là je passe au autocontrôle, de se dire, on reprend tout ce que tu as dit, et qui, alors, tu n'as pas passé un examen, mais que tu puisses t'installer avec cette dynamique spécifique dans un truc beaucoup plus traditionnel, j'en ai même deux, ça me rend peut-être encore l'histoire des réalités de galerie toujours aussi dynamique, qui acceptent entre guillemets d'avoir autre chose autour de soi, et deuxièmement, souvent ça peut s'auto-alimenter. Le fait que tout d'un coup il y a un petit canard, pas boiteux, mais surtout un peu différent en tant que tel, quand on est une galerie traditionnelle, ça permet aussi de dire à ses clients, cet espace offre une grande diversité, ou plus de diversité que vous ne croyez. Est-ce que tu crois est-ce que je surinterprète en disant ça? Non, mais je ne sais pas si je réfléchis. Enfin, un des critères d'attractivité du quartier aussi, c'est que c'est un quartier qui est en train de... Il y a un fort réenfort... il y a une solidification de l'activité marché d'art sur l'avenue Matignon depuis une dizaine d'années, avec des personnes comme Kamel Menour, extrêmement dynamiques et prescripteurs. C'est à 100 mètres d'ici, hein, voilà. Voilà, mais là c'est de façon un peu caricaturelle, à la périphérie du centre. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la rue un peu plus loin, un peu à côté, etc. Et comme on peut le voir, on est dans un quartier qui est quand même très parisien.
avec une certaine mixité d'activités. Il n'y a pas que des boutiques de luxe, on a un traiteur asiatique là en face de moi, il y a une école, il y a des hôtels qui ne sont pas forcément que 5 étoiles. Donc on est dans un quartier qui est un peu en mutation, avec un certain déclassement par exemple du bas de la rue Miroménil, avec un peu des bars à ongles, etc. Ce type d'activité moins luxueuse et moins prestigieuse que ce qu'il y avait auparavant. Donc pour moi, c'est un quartier qui peut éventuellement accueillir des jeunes galeries dans un futur proche. Et ça me semble intéressant aussi. Donc tu y vois une forme de régénération. Je pense que l'idée aussi que effectivement le Franprix est remplacé par une galerie après qu'il ait eu remplacé une galerie auparavant. Mais je pense qu'il y a quand même on est quand même dans un quartier entre deux. Et de façon étrange, ce quartier prestigieux, très central, et finalement moins cher. Par exemple, le loyer était plutôt moins cher qu'un autre Franprix. Enfin, c'était une Vie Claire ou un magasin bio dans le 10e, au loyer. Donc en fait, derrière les apparences, la pierre de taille, on a une certaine flexibilité de négociation dans ce quartier parce qu'on a des propriétaires qui sont intéressés à avoir des locataires qui vont maintiennent un standing, qui vont faire des travaux, etc. Et il y a peut-être des logiques un peu plus long-termistes. On arrête ? I always open windows at night. There's a tornado swing and it's bringing me right to sleep. Thank you for recording. Now you made me disaster. There's a tornado swing and it's bringing me right to sleep. Thank you for recording. The city lights are fading the stars away. So what